En 1978, la frégate USS Stein de la marine américaine a connu une situation d'urgence à laquelle personne ne s'attendait. Le dôme de son sonar, conçu pour détecter les menaces sous-marines, est brusquement tombé en panne sans que personne ne sache pourquoi. Une seule chose était claire, la frégate avait été attaquée par un animal inconnu, assez grand et agressif pour endommager le navire et disparaître ensuite dans les profondeurs de l'océan. Après sa collision avec la créature inconnue, l'USS Stein s'est immédiatement mis en cale sèche et les ingénieurs ont commencé à examiner la structure. Ils ont découvert une chose très étrange. Le revêtement en caoutchouc du dôme du sonar était gravement endommagé. Environ 8% de la surface était couverte de larges déchirures. Certaines d'entre elles mesuraient plus d'1 mètre de long. Endommager le revêtement de la sorte aurait nécessité beaucoup de puissance. Il est rapidement apparu qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident ou d'un dysfonctionnement. En plus des éraflures, les ingénieurs ont trouvé d'énormes dents, comme si une meute d'alligators avait encerclé l'appareil puis l'avait attaqué. Et avec une violence extrême, le revêtement était en effet très solide. Naturellement, tout le monde a eu peur. Pour tenter de découvrir ce qu'était ce monstre, les ingénieurs ont consulté un biologiste de la marine américaine. Après avoir soigneusement examiné tous les matériaux, le scientifique a conclu que la frégate avait peut-être été attaquée par un calmar géant. Cependant, il n'a pas exclu la possibilité qu'il s'agisse d'une créature océanique encore inconnue de l'homme. La structure des dents retrouvées dans le revêtement constitue une preuve de cette théorie. En effet, les calmars géants peuvent atteindre 10 à 13 mètres de long. Cependant, les dents retrouvées auraient correspondu à un calmar d'au moins 45 mètres de long. C'est la moitié de la hauteur de la Statue de la Liberté. Si la frégate a effectivement été attaquée par un calmar géant, il s'agirait de l'un des plus grands spécimens jamais découverts. Honnêtement, je sais pas ce qui est le plus inquiétant. Le fait qu'il puisse exister des calmars de 45 mètres nageant quelque part dans l'océan, ou l'hypothèse d'une énorme créature inconnue de la science et dont les dents pointues peuvent endommager un sonar. Mais au fait, pourquoi la créature aurait attaqué la frégate? Supposons qu'il s'agisse d'un calmar géant. Quelle était son intention? Eh bien, il y a plusieurs théories. Il a été prouvé que les calmars aiment s'attacher aux navires lorsque leur mort approche. Peut-être que le calmar vivait ses derniers jours et qu'il est remonté à la surface, s'accrochant au navire pour son dernier voyage et endommageant le sonar par accident. Une autre théorie suppose que le calmar a pris le sonar pour un cachalot. On sait que les calmars et les cachalots sont pas vraiment en bons termes. L'attaque pourrait s'expliquer par une telle erreur. Mais personnellement, je préfère la troisième théorie qui dit que les calmars géants sont tout simplement trop agressifs. Et c'est pas vraiment une théorie, ils le sont. Les calmars géants, les calmars colossaux et les calmars de Humboldt sont considérés comme des créatures agressives et opportunistes. Ils s'attaquent à tout ce qu'ils rencontrent, qu'il s'agisse d'amuse-bouches comme les poissons et les crevettes ou de proies plus grosses comme les grands céphalopodes et les baleines. On dit que les calmars de Humboldt sont particulièrement féroces. Les pêcheurs mexicains les appellent « diables rouges » à cause de la couleur de leur corps et de leur sale caractère. Ces calmars sont aussi d'impitoyables cannibales. Mais on parlera de cannibalisme un peu plus tard. Gardez ça dans un coin de votre tête. On pourrait croire que de tels monstres ne se trouvent qu'en haute mer, mais en 2009, des calmars de Humboldt ont été repérés dans des eaux peu profondes près de San Diego en Californie où ils ont effrayé des plongeurs. Des bancs de céphalopodes carnivores, pesant chacun jusqu'à 45 kg, sont sortis des profondeurs et ils ont attaqué les plongeurs. Certains ont signalé que les calmars avaient attrapé leurs masques avec leurs tentacules et qu'ils tiraient sur leurs appareils photo et leur matériel. Ces témoignages ont effrayé de nombreux plongeurs et nageurs, mais certaines personnes étaient déchirées entre la prudence et l'occasion unique que ça représentait. Imaginez, nager avec des géants des profondeurs. Si on y survit, ça fait une sacrée histoire à raconter à ses petits-enfants. Néanmoins, les plongeurs expérimentés ont décidé qu'ils resteraient hors de l'eau jusqu'à ce que les calmars aient regagné les profondeurs. Au fait, pourquoi ils se sont approchés des humains ? Malheureusement, Steve et moi n'avons pas trouvé la réponse à cette question. Est-ce que c'était dû au cachalot ?
De nombreux cachalots échoués ou capturés par des baleiniers présentent des cicatrices circulaires distinctives. Il n'y a qu'une chose sur la planète qui puisse occasionner de telles marques, les puissantes ventouses d'un calmar géant. Les cachalots les plus âgés ont parfois tellement de cicatrices qu'elles se superposent les unes aux autres. Ces cicatrices sur le corps des cachalots prouvent qu'ils combattent régulièrement des calmars. Le calmar tente de se défendre en s'enroulant autour du cachalot et laisse sur sa peau ces marques horribles. Vous vous souvenez des dents qui avaient déchiré le revêtement du sonar ? Ces mêmes dents percent la peau des cachalots, mais contrairement à une frégate, un cachalot peut ressentir la douleur. Enfin, à en juger par le nombre de becs de calmar que les scientifiques trouvent dans l'estomac des cachalots, c'est souvent le mammifère qui l'emporte. Souvent, mais pas toujours, car le calmar est suffisamment bien armé pour remporter parfois le combat. À propos, tant que j'y pense, on a mentionné les cachalots échoués, mais je dois préciser qu'on trouve sur le rivage des choses encore plus étranges que des cachalots couverts de cicatrices. Le 5 janvier 2014, des pêcheurs ont découvert dans la Laguna Ojo de Liebre, en Basse-Californie, au Mexique, des baleineaux siamois de baleines grises. Ils mesuraient environ 3 mètres de long, ce qui signifie qu'ils étaient plus petits que des baleineaux normaux qui mesurent entre 3,60 m et 4,80 m. On en a conclu que leur mère devait avoir avorté. Ces baleineaux siamois avaient entre 8 mois et demi et 10 mois et demi, alors que la gestation d'une baleine grise dure 13 mois et demi. Malheureusement, les chercheurs qui les ont trouvés n'ont pas vu la mère à proximité et on ignore si elle a survécu ou non à sa fausse couche. Est-ce que ces baleineaux pourraient avoir mené une vie normale s'ils ne s'étaient pas échoués ? Eh bien, je vais pas vous donner de faux espoirs. Même si ces baleineaux siamois étaient restés dans l'utérus le temps nécessaire, ils n'auraient sans doute pas vécu longtemps en raison de leur incapacité à remonter à la surface pour respirer. Comment nager quand on est soudé à son frère ou à sa sœur et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur la direction à prendre ? L'un veut manger, l'autre respirer. L'un veut monter, l'autre descendre. Sans compter qu'il aurait été très difficile pour leur mère de les nourrir. Bon, revenons-en à l'arsenal des calmars. Bien que j'ai mentionné 3 espèces de calmars différentes, elles possèdent un armement similaire. Ces 2 longs tentacules servent au calmar à saisir sa proie et ses 8 bras lui permettent de la maintenir et de la maîtriser. Les calmars géants et colossaux possèdent les plus longs tentacules du monde, jusqu'à 2,10 m de long. Ça laisse très peu de chance aux proies de s'échapper lorsqu'elles sont à la portée d'un calmar. Un calmar géant, par exemple, peut attraper une proie à 10 mètres de distance. Les proies doivent même pas se rendre compte du danger. Et comme les yeux du calmar géant détectent les mouvements à une distance de plus de 120 mètres, lui les voit sans aucun doute. Les tentacules des calmars peuvent se détendre à la manière d'un élastique, afin d'attraper vivement une proie effrayée et de la maintenir fermement à l'aide des ventouses. Chaque bras a une longueur différente, de 85 cm à 1,15 m pour une meilleure manœuvrabilité, ce qui ne laisse aux proies aucune chance de s'échapper. Outre leur longueur et leur dextérité, les tentacules sont dangereux grâce à leurs ventouses qui peuvent appliquer une force de succion de plus de 800 kPa. Sans oublier les crochets. Le calmar colossal est la seule espèce qui possède des crochets sur ses bras et ses tentacules. Et ces crochets peuvent tourner à 360 degrés. On ignore si le calmar peut contrôler chaque crochet individuellement ou s'il tourne de façon passive une fois accroché à la proie pour mieux la retenir. Dans tous les cas, cette caractéristique rend la prise encore plus forte et le prédateur encore plus efficace. Vous vous souvenez des marques sur la peau des cachalots ? Les ventouses des calmars géants sont entourées d'anneaux de chitine résistants et dentelés, un peu comme nos ongles, mais avec une structure en forme de scie. Ces dentelures s'enfoncent dans la peau des proies. Pour un cachalot, les conséquences se limitent à des cicatrices, mais chez un animal à la peau plus fine, ça peut causer de terribles blessures, voire la mort. Quand le calmar estime que sa proie est immobilisée et qu'elle ne s'échappera pas, il se met au travail. Il doit découper sa proie en gros morceaux pour pouvoir l'avaler, et c'est là que son bec entre en jeu. Le bec du calmar a une puissance incroyable. Il est très dur, ce qui signifie qu'il est difficile à écraser ou à rayer. Rigide, ce qui veut dire qu'on ne peut pas le plier ou le déformer, et il est également résistant aux fractures.
Cette combinaison de propriétés rend le bec du calmar plus fiable que pratiquement tous les métaux et polymères connus. Et j'exagère pas, lors d'une expérience, un calmar géant a brisé 2 plaques de Kevlar avec son bec, confirmant que sa morsure est l'une des plus fortes au monde. La force de la morsure du calmar géant a été estimée à plus de 455 kg, ce qui le place en 2e position derrière certains crocodiles. Mais si vous n'êtes toujours pas impressionné ou si vous pensez avoir une chance de vous échapper et de survivre à une rencontre, sachez que le calmar possède une arme secrète. Du venin. Oui, vous avez bien entendu. Le venin du calmar est un élément intrigant et relativement peu connu de son arsenal. On a récemment découvert que certains calmars sont capables de produire un cocktail toxique dans leur salive qui peut paralyser et même tuer leur proie favorite, les crabes. À notre connaissance, ça ne concerne que le calmar de roche australe. Le venin du calmar est aussi mortel pour les crabes que le venin de serpent l'est pour les souris et les rats. Son mode de fonctionnement est assez classique. Des neurotoxines paralysent ou tuent la proie en pénétrant dans son corps via un trou dans la coquille que le calmar fait à l'aide de son bec acéré. Et si vous pensez que des calmars venimeux, ça a l'air un peu farfelu, gardez à l'esprit qu'il y a 150 ans, la plupart des gens pensaient que les calmars géants n'existaient pas. Ils étaient considérés comme des monstres fantastiques, inventés par les marins pour expliquer d'étranges phénomènes marins. En fait, on en trouve des traces depuis des siècles. Ils ont inspiré le kraken de la mythologie nordique et les bêtes du roman de Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers. Même le célèbre kraken que vous avez vu dans Pirates des Caraïbes n'était qu'un calmar géant survitaminé. Malgré de nombreuses tentatives pour observer cette créature semi-mythique, les scientifiques n'ont réussi à filmer un calmar géant vivant qu'en 2013. Étant donné leur caractère insaisissable, il n'est pas surprenant que les calmars aient servi d'inspiration aux marins pour les monstres de leur récit. Cependant, les progrès de la génétique montrent que le calmar géant est présent sur notre planète depuis environ 730 000 ans. Vivant entre 400 et 900 mètres de profondeur, cette créature se cache de la lumière du soleil, ce qui complique grandement les recherches. On ignore encore beaucoup de choses sur son cycle de vie et son comportement. On ne sait pas combien de temps vivent les individus, ni comment ils trouvent un partenaire. Le calmar géant est connu pour attaquer les cachalots. Il n'est donc pas surprenant que les scientifiques aient décidé de faire appel à des cachalots pour leurs observations. Bien sûr, ces derniers ignoraient qu'ils participaient à un projet scientifique. En 1997, la National Geographic Society a mené une expérience ambitieuse. L'idée était de fixer une caméra sur un cachalot afin de l'observer en train de se régaler d'un calmar géant. Pas la meilleure idée d'émission de télé-réalité qui soit entre nous. Quoi qu'il en soit, l'expérience n'a pas été un succès. Le support de la caméra n'a pas fait long feu. La caméra avait été fixée à la couche de graisse du cachalot à l'aide d'attaches qui se sont dissoutes après environ 2 heures passées dans l'eau de l'océan. La caméra, de la taille d'un ballon de foot, est remontée à la surface avant que le cachalot n'ait rencontré le moindre calmar géant. Mais le cachalot n'est pas le seul adversaire qui soit à la taille du calmar géant. Une bataille épique se déroule dans les eaux profondes et froides de l'Antarctique. Le calmar colossal contre la légine antarctique. Ça ne vous évoque rien? La légine antarctique est le plus grand poisson de l'océan austral. Elle peut mesurer plus de 1,70 m de long et peser jusqu'à 135 kg. Elle se nourrit principalement de crevettes et de petits poissons. Il y a quelques années, les scientifiques ont découvert que les calmars et ces énormes poissons se livraient une lutte acharnée pour leur survie. Les céphalopodes chassent la légine antarctique aussi activement que les orques. Mais la légine antarctique chasse tout aussi activement les calmars. En 2015, une étude mondiale a révélé que 71 légines antarctiques avaient été attaquées par des calmars, leur corps étant recouvert de cicatrices dues aux ventouses crochues. Dans certains cas, il leur manquait même des morceaux du corps, arrachés par le puissant bec d'un calmar. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que 57 poissons avaient dans l'estomac des morceaux de calmar colossal, aussi bien des morceaux de manteau que de tentacules, atteignant la longueur impressionnante de 2,40 m. Les chercheurs en ont conclu que même si la fréquence des attaques de calmars sur ces poissons prédateurs n'est pas très élevée, ils chassent tout de même activement ces grands animaux,
qui les chasse en retour. Entre nous, il n'est pas surprenant que les conclusions des chercheurs soient aussi vagues. Même la taille maximale des calmars géants reste un mystère. Certains récits historiques affirment qu'ils peuvent atteindre 30 mètres de long, mais comme il n'existe aucun spécimen préservé, il est impossible de le vérifier. Vous vous souvenez du calmar qui a attaqué la frégate? Est-ce qu'il aurait vraiment pu atteindre 45 mètres de long? Difficile de tirer tout ça au clair. Bien qu'on ne sache pas tout ce qui se passe dans les profondeurs de l'océan, la plupart des scientifiques pensent que les calmars géants femelles peuvent atteindre environ 13 mètres de long et les mâles 10 mètres. Le plus grand calmar colossal trouvé jusqu'à présent mesurait 9 mètres et était sûrement encore un juvénile. Encore une fois, tout ça n'est que théorie. Comme je l'ai dit, les calmars sont trop insaisissables pour être étudiés correctement. Notre meilleure chance semble être de mesurer un calmar mort, mais cette méthode a ses limites. Un calmar possède 2 longs tentacules qui dépassent largement de son corps et qui sont pris en compte pour déterminer sa longueur totale, mais ils sont élastiques et peuvent changer de taille après la mort du calmar. Allez savoir s'ils étaient courts avant la mort ou s'ils ont rétréci. Mais on peut peut-être déterminer laquelle des 3 espèces de calmars géants est la plus grande. Peut-être que tous les scientifiques sont d'accord sur ce point. Hélas, certains experts pensent que le calmar colossal n'atteint pas la taille du calmar géant et qu'il mesure moins de 13 mètres de long. D'autres affirment qu'il peut atteindre 18 mètres. Là encore, ces débats sont liés à la nature complexe des recherches. Mais il est possible de spéculer. On a donc le calmar géant, le calmar colossal et le calmar de Humboldt. Ce dernier est éliminé d'emblée, il n'est pas à la hauteur de ses cousins. Maintenant, tout dépend des paramètres de mesure et de la confiance qu'on accorde aux données dont on dispose. Le calmar géant est le plus long et le calmar colossal le plus lourd. Mais ces 2 créatures étonnantes atteignent une taille impressionnante. Cela dit, le calmar de Humboldt a aussi de quoi se vanter. Cette créature peut survivre dans l'eau glacée avec très peu d'oxygène. Chaque nuit, le calmar de Humboldt remonte des profondeurs de l'océan pour se nourrir à la surface pendant plusieurs heures. Il mange beaucoup et comme un goinfre. Mais on fait tout ça quand on prend un casse-croûte tard le soir, non? Avant l'aube, le calmar replonge dans l'abîme froid sans ressentir la moindre gêne. Pourtant, les conditions dans les profondeurs océaniques sont terriblement inconfortables. Le calmar est confronté au manque d'oxygène, à une pression élevée et à une température proche du point de congélation. Pour survivre dans des conditions aussi extrêmes, notre calmar modifie son ADN en entrant en biostase et en ralentissant son taux métabolique. Il procède à toute une série de modifications de l'ADN. C'est assez compliqué et j'en parlerai une autre fois. Bref, le calmar réduit ses besoins en oxygène et ses besoins énergétiques et il met fin aux processus biologiques non essentiels. Tout ça afin de prévenir les dommages causés par les basses températures. En bref, il ralentit à tous les niveaux. Et ça lui permet de vivre très profondément, sans avoir besoin de devenir énorme. Début 2022, une équipe d'explorateurs sous-marins a effectué la plongée la plus profonde jamais réalisée à l'emplacement d'une épave. Ils espéraient trouver un navire qui avait coulé lors d'une intense bataille navale en 1944, mais ils ont découvert quelque chose d'encore plus inattendu. Un chercheur était assis dans son bureau à bord du navire d'expédition, faisant défiler les images d'une vidéo, lorsqu'une forme vague mais reconnaissable est apparue sur son écran à la lumière d'un sous-marin. Un calmar nageait au-dessus du plancher océanique à la profondeur incroyable de 6212 mètres. On peut comprendre la surprise des scientifiques. C'était 1500 mètres de plus que la profondeur limite à laquelle on avait observé des calmars jusque-là. Après une étude minutieuse, les chercheurs ont identifié l'espèce comme étant un calmar géant, que l'on ne trouve d'habitude qu'à des profondeurs de 4000 à 5000 mètres. Qu'est-ce qu'il fabriquait si loin sous la surface? Qui sait? Il avait peut-être simplement envie de plonger. Mais revenons-en au calmar de Humboldt. Cette espèce est connue pour sa voracité et pour se nourrir à une vitesse étonnante. Parfois, ce calmar peut même dérober un poisson pris à la ligne avant que le pêcheur n'ait eu le temps de le remonter. J'ai déjà mentionné que les membres de cette espèce peuvent aussi être cannibales. Un jour, des gens ont observé quelque chose d'absolument terrifiant.
un calmar avait mordu un hameçon et un autre, réalisant qu'il était sans défense, l'a attaqué pour le manger. Puis la même chose s'est produite à nouveau, et encore, et encore. On sait maintenant que le calmar de Humboldt ne rate jamais une occasion de manger ses semblables s'ils sont sans défense. Il existe même des recherches à ce sujet. Après avoir analysé le contenu de l'estomac de 533 calmars de cette espèce, les scientifiques ont trouvé des preuves de cannibalisme chez 26% d'entre eux. Plus le calmar était gros, plus souvent il mangeait d'autres calmars. Les femelles, étant un peu plus grandes, avaient recours au cannibalisme plus souvent que les mâles. Mais il faut accorder une chose au calmar de Humboldt. Cette espèce n'est pas la seule à avoir été observée en train de voler des poissons. En 2015, un calmar géant a tenté de voler la prise d'un navire de pêche russe exactement de la même manière. Imaginez que votre navire soit attaqué par un mini-kraken. Je prendrai même pas le risque de me défendre, je donnerai au calmar tout ce qu'il veut, et même plus. Mais les pêcheurs ne se sont pas laissés faire. Ils se sont battus contre le calmar jusqu'à ce qu'il se lasse et qu'il se laisse distancer. Il faut vraiment avoir des nerfs d'acier pour faire ça. Tiens, je viens de réaliser qu'on n'avait toujours pas parlé d'une des caractéristiques les plus remarquables des calmars. Dans les profondeurs de l'océan Pacifique se cache une étrange créature qui a développé un mécanisme de défense inhabituel pour éviter d'être dévoré. Octopeutetis deletron peut abandonner ses bras derrière lui pour échapper aux prédateurs. Les profondeurs regorgent de prédateurs tels que l'éléphant de mer, le terrifiant grenadier géant et la mystérieuse baleine à bec de Perrin. Lorsqu'il est attaqué par une de ces créatures, le calmar plante ses bras dans son agresseur puis il les détache. Ne me demandez pas comment cette stratégie lui est venue à l'esprit, j'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, les bras du calmar sont couverts de crochets acérés qui peuvent s'enfoncer dans la peau du prédateur, causant douleur et inconfort. De plus, ses bras bioluminescents clignotent vivement, ce qui peut désorienter le prédateur et permettre au calmar de s'enfuir. Ce moyen de défense est similaire à ce que font les lézards lorsqu'ils détachent leur queue pour échapper au prédateur, sauf que les lézards ne plantent pas leur queue dans celui qui les menace. Les calmars peuvent faire repousser leurs membres, mais ça demande du temps et de l'énergie. Nager avec seulement un ou deux bras complique l'obtention de nourriture et la recherche de partenaires. Oui, les bras de cette espèce brillent précisément pour attirer les partenaires. Néanmoins, cette espèce a développé un moyen efficace de survivre malgré la dangerosité de son habitat. C'était soit perdre les bras et devoir lutter pour sa survie, soit mourir sur place. Le calmar a fait son choix. Mais revenons aux calmars géants, que les scientifiques connaissent encore si peu. C'est notamment le cas de leur cycle de reproduction. Les calmars colossaux doivent se reproduire d'une manière ou d'une autre, mais comment ? On a trouvé un jour un calmar colossal femelle adulte près de la surface, ce qui signifie sans doute qu'il fraie dans des eaux peu profondes. Enfin, on sait quand même une chose, le calmar colossal semble être extrêmement fécond. Imaginez, un individu peut engendrer plus de 4,2 millions de cellules germinales. C'est sûrement le nombre le plus élevé parmi les céphalopodes. Les femelles pondent un grand nombre d'œufs qu'elles rassemblent dans des zoothèques qui peuvent peser jusqu'à 5 kg. Il y a quelques années, des plongeurs au large de la côte ouest de la Norvège sont tombés sur un blob qui s'est avéré être une oothèque de calmars de la taille d'un homme adulte. Il était rempli de centaines de milliers de petites sphères, des œufs de calmar. Les œufs eux-mêmes étaient ronds et transparents. Vous avez une idée de la quantité de choses passionnantes qu'on peut découvrir en étudiant une telle oothèque ? Malheureusement, c'est très difficile. Il faut travailler avec du matériel très délicat et fragile et il est presque impossible de mener les recherches sans déranger les bébés. D'ailleurs, la façon dont les calmars se reproduisent, disons que ça peut causer des problèmes. Vous vous souvenez de ce calmar qui plante ses bras dans les prédateurs pour s'échapper ? Pendant l'accouplement, les mâles de cette espèce touchent le corps de la femelle et ils y fixent une capsule appelée spermatophore qui abrite des sacs plus petits contenant des millions de spermatozoïdes. Ils passent des sacs au corps de la femelle par leurs propres moyens, à condition que le futur père parvienne à fixer la capsule au bon endroit. Jusque-là, tout va bien, surtout pour les scientifiques qui peuvent observer l'ensemble du processus. Mais un jour, il y a eu un hic.
Le mode de reproduction des calmars a failli rendre une femme enceinte. Je clarifie, il n'y aurait évidemment pas eu de grossesse. Une femme de 63 ans était en train de se régaler d'un plat de calmar lorsqu'elle a ressenti une vive douleur. Elle est allée chez le médecin auquel elle a dit qu'elle sentait dans sa bouche la présence d'organismes semblables à des insectes. Après examen, les médecins ont trouvé plusieurs petites gousses remplies de spermatozoïdes de calmar. Apparemment, le calmar n'avait pas été assez cuit et les spermatozoïdes, ne réalisant pas ce qui se passait, se sont fixés aux muqueuses auxquelles ils étaient exposés. Les médecins ont retiré 12 de ces sacs de la bouche de la femme. 12! Voilà, je crois que tout le monde a maintenant une nouvelle phobie. À plus.